L'abolition de la traite atlantique au XIXe siècle. Le 21 mai prochain, la loi Taubira, reconnaissant la traite et l'esclavage comme étant tous deux des crimes contre l'humanité et commémorant les dates du 4 février 1794 et du 27 avril 1848, date que nous aborderons plus bas, fêtera son 20e anniversaire. L'esclavage et la traite sont aujourd'hui considérés comme deux des pires choses que l'humanité ait connues de toute son histoire. Ayant traversé les siècles, parcouru les océans et s'étant répandus dans plusieurs dizaines de pays du monde entier, ces deux dynamiques ont marqué le monde aussi bien par leur organisation que par leur exécution et leur héritage. De manière simple, entre guillemets, l'esclavage est un système de servitude juridique et sociale où des individus ont droit de propriété sur d'autres individus, appelés esclaves. Ces derniers sont en opposition aux individus dits libres et sont sous la domination d'un propriétaire, un maître. Les conditions d'exploitation peuvent varier selon des règles ou des coutumes en fonction du pays et ou de l'époque. La traite est différente. C'est, pour utiliser une expression toute faite, l'étape suivante à l'esclavage. Il s'agit du commerce des esclaves, de la législation et de l'administration qui régissent ce commerce. Le fait de faire venir des esclaves d'Afrique après les avoir échangés aux royaumes et empires d'Afrique contre des produits manufacturés venus d'Europe pour aller les faire travailler dans des colonies européennes, en Amérique ou dans les Antilles, c'est la traite atlantique ou occidentale, aussi appelée commerce triangulaire. L'esclave peut devenir affranchi si son maître ou une autorité en capacité de le faire le décide. Ou bien il peut se libérer lors de révoltes où les esclaves prennent eux-mêmes en main leur liberté et leur vie. L'abolition de l'esclavage peut avoir un effet sur les débats animant l'abolition ou non d'une traite. De ce fait, il faut bien dissocier traite et esclavage. La première se définit donc comme étant le commerce, l'achat et le transport d'êtres humains, les esclaves, tandis que le second correspond à la condition servile imposée à ces derniers. Au cours du XIXe siècle, des abolitions officielles de la traite furent proclamées en Europe. Cette période fut celle d'un changement dans les esprits et les mentalités occidentales et africaines. Une période de bouleversement politique, de tension et de tractation pour mettre fin à une époque et en commencer une nouvelle. Une période où l'Afrique, l'Europe et le reste du monde connurent un tournant majeur, aussi bien politique qu'économique et social. Nous nous sommes donc demandé dans quelle mesure l'abolition de la traite atlantique au XIXe siècle relève-t-elle d'un processus lent et partiel qui semble être corrélé à l'abolition de l'esclavage. Pour répondre à cette problématique, nous étudierons tout d'abord les aspects de la traite suscitant des débats et révélant l'apparition d'un courant abolitionniste en Europe, notamment à travers le facteur majeur, les révoltes d'esclaves. Ensuite, nous nous intéresserons au fait que l'abolition de la traite est progressive, ce qui entraîne une certaine lenteur par rapport aux mesures prises et une persistance importante de la traite illégale. Enfin, nous aborderons l'évolution de l'abolition de l'esclavage, progressive dans un premier temps et immédiate ensuite. Évolution qui permettra la fin toute relative de la traite atlantique, traite tout de même présente jusque dans les années 1860. Dans un premier temps, il s'agira donc d'expliquer comment et pourquoi la traite suscite-t-elle de plus en plus de débats et révèle l'émergence d'un courant abolitionniste occidental. Tout d'abord, il faut savoir que vers la fin du XVIIIe siècle, les mentalités européennes connaissent de profonds bouleversements qui amènent des changements de perception et d'analyse. Que cela soit au niveau économique, dans l'aspect purement religieux, ou bien tout simplement avec l'avènement des Lumières plus tôt dans ce siècle, ces changements ont un impact important sur le début du XIXe siècle. En effet, le courant abolitionniste a plusieurs origines. Premièrement, il provient en partie de la religion. Si, d'une manière générale, l'Église, très affiliée aux régences européennes, ne voit rien à redire sur la traite des esclaves, et de manière plus générale, rien à redire sur l'esclavage même en raison d'arguments purement économiques et d'ordre évangéliste, une opposition interne se forme au sein de l'institution ecclésiastique lors des premiers instants. Certains de ces opposants internes à l'Église sont contraints de fuir. Parmi eux, quelques-uns se réfugient même dans des colonies américaines où ils seront au contact des esclaves. Ces opposants défendent le fait que le genre humain est un et indivisible et que de ce fait, tous les êtres humains doivent être libres. Le sentiment abolitionniste et les convictions prenant l'abolition de l'esclavage proviennent aussi de la période des Lumières. En effet, dès le XVIIIe siècle, des philosophes des Lumières prônent une condamnation ferme et sans réserve
de toute condition servile et de ce fait condamne aussi l'esclavage des Noirs d'Afrique qui sont forcés de travailler dans une économie de plantation de plus en plus généralisée. L'exemple le plus parlant pour l'époque est la citation de Montesquieu de l'Esprit des lois de 1748 où il affirme que l'esclavage est le plus violent fait de la nature humaine. Outre l'aspect religieux et politique, il y a aussi la notion économique qui rentre en compte dans l'argumentaire des abolitionnistes, qui disent que le travail servile est bien moins rentable que le travail salarié. En effet, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, des économistes affirment que l'économie promulguée par les esclavagistes est inutile car d'après eux, dans cette forme d'exploitation, la production n'a aucun intérêt car ne reposant sur aucune ressource productive, ni classe, ni structure viable à long terme. Après qu'en France, Napoléon Bonaparte ait rétabli la traite et l'esclavage en 1802 et que le Danemark ait interdit la traite négrière en 1803, la Grande-Bretagne interdit à son tour la traite négrière en 1806. Le décret interdisant la déportation d'Africains en Amérique afin de les y faire travailler dans des plantations de coton ou de canne à sucre est prononcé le 2 mars 1807, soit 3 ans après le Danemark. Cette décision émane du fait que le mouvement des Quakers, mouvement religieux issu des protestations des opposants à l'église anglicane, prend beaucoup d'ampleur à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Le combat et la volonté politique du député anglais William Wilberforce influencent aussi dans la décision du Royaume-Uni à abolir la traite atlantique. Wilberforce s'oppose au commerce d'esclaves, qu'il juge plus important à abolir que l'esclavage même. C'est donc en 1807 que le texte juridique et officiel est publié. Ce dernier punit les capitaines de navires négriers d'une amende de 100 livres pour chaque esclave trouvé à leur bord. L'Angleterre se démarque aussi par sa présence importante au Congrès de Vienne. L'Angleterre, principalement, s'y engage seule dans la lutte contre la traite négrière occidentale. Ce congrès a lieu le 8 février 1815 et s'appuie sur les initiatives britanniques, danoises et états-uniennes afin de demander à tous les pays européens d'abolir la traite. L'Angleterre y dénonce la traite clandestine et s'autorise à envoyer sa flotte vérifier et contrôler les navires suspectés de transporter des esclaves africains. Ainsi, l'Angleterre se place en instigatrice et en modèle à suivre en termes d'interdiction abolitionniste. En s'appuyant sur ses premières tentatives et ou mise en place d'abolition et sur le congrès de Vienne de 1815, elle essaye de démontrer qu'elle ouvre la voie, qu'elle montre l'exemple. Mais bien entendu, le premier facteur ayant amené les débats et ayant amplifié les sentiments abolitionnistes occidentaux furent les révoltes d'esclaves. Celles-ci débutèrent, en ce qui concerne le commerce triangulaire, dès le XVIe siècle. Il faut savoir que si l'affranchissement est la marque de puissance et de possession du maître qui, dans sa gratitude et sa mansuétude, accorde la liberté à ses esclaves, l'abolition est un procédé que l'on renvoie très souvent et à tort aux Européens abolitionnistes et militants contre l'esclavage. Ce ne sont pas seulement, et pas de première importance, des idées humanistes et égalitaires émanant de l'Europe qui permirent aux esclaves de se libérer, mais ce sont bel et bien les révoltes de ces derniers qui, dès le XVIe siècle, explosèrent ici et là. Souvent considérée comme la première entre guillemets du titre, celle de 1506, probablement en Martinique, marqua un tournant par sa réussite et son raisonnement dans les mentalités des esclaves, mais aussi et surtout dans celles des esclavagistes. Ces révoltes se déclenchèrent pour différentes raisons. Cela pouvait être après qu'un châtiment d'une violence extrême eût été administré, ou alors cela pouvait tout simplement provenir des désirs idéologiques des esclaves révoltés et décidés. Cette forme de résistance d'esclaves est l'une des plus remarquables et surpasse par son exécution et son retentissement le suicide ou le marronnage. Les révoltes d'esclaves furent le fer de lance des mouvements anti-esclavagistes dans les colonies. Ce sont ces révoltes qui permirent aux esclaves d'aller chercher et prendre eux-mêmes leur liberté. Quelques exemples permettent de rendre compte de la détermination et de la finalité des esclaves révoltés, mais aussi de celle des Européens à conserver leur domination. La rébellion de Gabriel Prosser de 1800 se démarqua par son échec cuisant. La tête de la révolte et 25 de ses camarades rebelles furent pendus pour l'exemple. Or, la révolte de la Nouvelle-Orléans de janvier 1811 fut l'une des premières grandes révoltes d'esclaves aux États-Unis. Plus de 400 esclaves menés par un libre de couleur, Charles Deslandes,
Libre de couleur est une expression désignant une classe juridique instituée avant l'abolition de l'esclavage. Cette classe se distingue des, ouvrez les guillemets, nègres affranchis. Se révoltèrent dans une plantation près de la Nouvelle-Orléans. Cette révolte nécessita d'ailleurs l'intervention de l'armée américaine, mais aussi de plusieurs milices. Bien que Charles Deslandes et qu'une soixantaine d'esclaves furent tués lors de cette révolte, celle-ci marqua un tournant dans le courant révolutionnaire des esclaves. Tout d'abord par l'ambition des révoltés de s'emparer de la ville de la Nouvelle-Orléans, et ensuite par le fait que plusieurs dizaines de victimes blanches furent tuées ou blessées. Mais la révolte qui marqua le plus ce début de XIXe siècle fut celle qui se transforma en révolution, la révolution haïtienne. Considérée comme la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne, la révolution haïtienne de 1804 établit en Haïti la première république noire libre du monde. En ne s'intéressant qu'aux événements du XIXe siècle, nous pouvons dire que la révolution haïtienne passa par un homme d'importance, Toussaint Louverture. Ce dernier se débarrassa des Espagnols avant de s'emparer de la partie est de l'île. Un traité fut signé avec les Britanniques afin de maintenir, avec ces derniers, commerce et non-agression. Toussaint fut proclamé gouverneur de l'île unifiée. Son opposition à Bonaparte dans la suite des événements, qui se conclurent avec l'anéantissement des forces françaises, fit comprendre à l'Europe tout entière et aux esclavagistes présents en Amérique ou dans les Antilles que les Noirs étaient prêts à se battre et à aller jusqu'au bout pour obtenir leur liberté. Une détermination qui influença aussi beaucoup les courants de pensée européens, africains, américains et antillais. Le principe de l'abolition décrétée par le Congrès de Vienne en 1815 est toute relative puisque les modalités d'application sont laissées aux États. Ainsi, son application effective est très longue et complexe. Nous allons donc voir qu'une traite illégale persiste malgré l'abolition officielle de celle-ci au Congrès de Vienne. Tout d'abord, une traite illégale se met en place et l'abolition de la traite atlantique entraîne un déplacement de la traite vers l'océan Indien. Donc si l'Angleterre est devenue abolitionniste dès 1807, l'évolution des mentalités est tout de même moins rapide en France par exemple. L'abolition de la traite en France est abolie par la Convention en 1794, puis rétablie dès l'arrivée de Napoléon Bonaparte en 1802 et est de nouveau abolie en 1818 par Louis XVIII. Mais celui-ci opte pour une abolition progressive, c'est-à-dire qui s'étend sur plusieurs générations, laissant alors la possibilité aux armateurs français de poursuivre la traite de manière illégale. Nous pouvons, dans ce contexte, prendre l'exemple de l'île de la Réunion. Cette île française a une situation tout à fait paradoxale car elle développe drastiquement l'industrie de la canne à sucre qui demande énormément d'esclaves au moment où la traite est interdite. En effet, la traite illégale à Bourbon sous la monarchie de Juillet persiste à cause de l'expansion de l'économie du sucre. Des ports comme Bordeaux, Marseille ou le plus grand port négrier français Nantes envoient des navires de traite sur l'île. Les esclaves à ce moment-là viennent alors principalement de Zanzibar mais aussi de Madagascar. On voit alors le déplacement de la traite vers l'océan Indien quand la traite atlantique, elle, est interdite. Néanmoins, celle-ci persiste toujours puisque entre 1815 et 1831, il y a une envolée de la traite clandestine avec environ 77 000 esclaves introduits en Martinique et en Guadeloupe malgré le Congrès de Vienne. De plus, la traite illégale n'est pas exclusive à la France puisqu'il y a aussi l'Espagne qui la pratique, les États-Unis mais aussi le Brésil. Ainsi, on voit que les puissances qui ont signé le Congrès de Vienne ne la considèrent que symbolique et ne mettent pas des mesures assez fortes pour qu'elle soit effective. On voit alors perdurer ce commerce d'esclaves noirs dans l'Atlantique et ailleurs, malgré l'interdiction internationale. Par ailleurs, cette décision est totalement unilatérale et ne concerne en aucun cas l'avis des puissances africaines avec lesquelles la traite s'effectue. Face au non-respect des puissances à leurs engagements au Congrès de Vienne, l'Angleterre se place en défenseur en réprimant cette traite négrière illégale. Il est important de dire que l'Angleterre peut occuper cette position car elle a besoin de moins en moins de main-d'œuvre servile face à sa révolution industrielle. Donc dans un premier temps, elle mène une action internationale à travers les cours mixtes d'arbitrage qui décident des sanctions prises lors de l'interception d'un navire clandestin. Elle surveille alors les côtes africaines et met en place le droit de visite pour faciliter à la Royal Navy de visiter par exemple les lieux de traite ou les navires. Et donc jusque dans les années 1820, l'Angleterre est la seule véritablement active dans la répression des traites négrières. Elle est ensuite rejointe par la France lors de l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir et un pacte franco-anglais est signé pour coordonner la surveillance des côtes africaines avec un droit de visite réciproque en 1831. Néanmoins, les résultats de cette police maritime
est peu visible. Par exemple, seulement 45 navires négriers sont condamnés à Cuba sur les 715 interceptés entre 1819 et 1845. Donc on voit que ce système international ne suffit pas à mettre un terme à la traite illégale. Mais attention, la répression des marines anglaises permet tout de même de libérer environ 160 000 Africains. Mais entre 1820 et 1840, la traite illégale atteint des records qui dépassent même les chiffres de la traite légale. Par exemple, on estime que le nombre d'esclaves annuels amenés à Cuba entre 1826 et 1835 s'élève à environ 100 000. Après avoir vu que la traite persiste via l'illégalité et un déplacement vers l'Est, après avoir vu que l'Angleterre se porte garante de l'abolition de la traite atlantique tout en dissimulant ses véritables intérêts, voyons maintenant comment l'abolition de la traite atlantique est, d'après les Européens, ralentie par une traite intra-africaine qui échappe au contrôle occidental. Cette justification est brandie par les Européens pour faire comprendre aux abolitionnistes et aux esclaves révoltés que la situation et le contexte de lenteur et de progressivité toute relative n'est pas de leur fait. Il faut savoir que les traites africaines et orientales commencèrent dès le 7e siècle. C'est à cette époque, et en lieu et place des anciens empires musulmans et africains, que prirent forme les premières routes du commerce à grande échelle d'êtres humains. Ces routes commerciales sont aujourd'hui et depuis le 19e siècle assez connues. En effet, c'est à cette époque, il y a environ un peu plus de 200 ans, que ce commerce intra-africain atteignit son apogée. L'historien américain Ralph Austen chiffre le nombre de personnes transportées et vendues en tant qu'esclaves entre les 7e et 19e siècles à environ 17 millions, moins que les 20 millions de Noirs forcés de quitter l'Afrique entre le 16e et le 19e siècle. Notons ici que nous passons d'une période de 13 à 4 siècles. Ce même historien précise que ce chiffre est potentiellement erroné, précisant une marge d'erreur d'une vingtaine de pourcents. De plus, les Européens légitimèrent la traite occidentale par l'existence de l'esclavage africain. Or, les historiens s'accordent à dire que l'influence est inversée et que ce sont les traites atlantiques et orientales qui augmentèrent la traite intra-africaine entre le 18e et le 19e siècle. En effet, les esclaves noirs sont échangés contre des produits manufacturés venus d'Europe comme des armes qui servent plus tard à certaines nations pour s'affirmer et remporter des batailles, des guerres. L'exemple des Ashanti, actuel Ghana, montre que des peuples migrèrent et s'organisèrent autour de nouvelles formes d'agriculture et se mirent à vendre à leur tour leurs prisonniers afin de se procurer ces armes mentionnées précédemment. Ainsi, cet argument prôné par les gouvernements européens ne tient pas la route car la traite atlantique a plus d'influence sur la traite interne à l'Afrique que cette dernière n'en a sur la traite occidentale. Les Européens, n'ayant pas de contrôle sur l'économie africaine et constatant les quelques bénéfices restants dans l'économie esclavagiste et dans le commerce triangulaire, justifient leur absence d'action par la traite intra-africaine, traite qu'ils ne font que maintenir par leur absence d'action. Nous avons donc vu que malgré l'abolition officielle de la traite atlantique à travers le Congrès de Vienne en 1815, celle-ci persiste toujours. On voit alors que l'abolition de ce commerce se fait sur la longue durée et est dans un premier temps partielle voire inexistante. La traite illégale, due à une volonté d'abolition progressive, qui en réalité révèle d'une abolition symbolique, fait émerger la nécessité d'abolir l'esclavage pour que la traite disparaisse. En effet, à partir des années 1830, il y a une prise de conscience qu'il convient avant tout d'abolir l'esclavage pour mettre un terme à la traite. De plus, avec la levée des contestations du côté des abolitionnistes et des esclaves, fait de l'esclavagisme une pratique toujours moins rentable. Encore une fois, l'Angleterre se place ici en précurseur de l'abolition de l'esclavage dû à un contexte qui lui est favorable. Nous l'avons vu, l'Angleterre a quelque part pris la tête du mouvement anti-esclavagiste international. Pourtant, l'esclavage demeurait libre dans ses colonies et les armateurs profitaient donc d'un commerce colonial. Mais trois facteurs font émerger la question de l'esclavage et lui font prendre de l'ampleur. Il y a tout d'abord les insurrections d'esclaves, à la Barbade par exemple, qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a aussi la réforme électorale de 1832 qui élargit le suffrage censitaire à la classe moyenne. Et on a alors l'intégration de thèmes abolitionnistes. Et on a surtout aussi un déplacement du centre de gravité de la puissance coloniale britannique vers les Indes. Ce triple contexte forme alors l'idée de s'émanciper de l'esclavage. Le 1er août 1833, le traité d'abolition graduelle fait alors surface avec l'idée d'un affranchissement des esclaves via une période dite d'apprentissage. Celle-ci pouvait durer de 8 à 12 ans et devait être civique, morale, mais aussi professionnelle. Néanmoins, la mise en application de ce décret est mitigée puisque beaucoup d'esclaves désertent.
Et donc la fin de l'apprentissage est avancée en 1838 au lieu de 1841. On voit alors que l'abolition de l'esclavage progressif n'est pas concluante, tout comme une abolition de la traite progressive. Mais l'Angleterre met tout de même fin à l'esclavage officiellement en 1833, ce qui fait changer le contexte international. En effet, si une grande puissance esclavagiste et coloniale met en place une telle mesure, alors les autres grandes puissances doivent faire de même. En ce sens, l'Angleterre est une sorte de modèle et enclenche un mouvement qui se diffuse. En France, par exemple, le courant abolitionniste s'affirme réellement à partir de ce tournant majeur que représente l'abolition anglaise. Si ce mouvement est présent sous la monarchie de Juillet, à travers un courant intellectuel, il n'y a pas vraiment d'acte décisif. Il y a des décrets nommés loi Maco qui voulaient faciliter l'affranchissement, mais cette loi ne permet pas vraiment la fin de l'esclavage, mais l'humanise simplement en supprimant ses aspects les plus violents. C'est l'avènement de la Seconde République qui permet la réouverture du processus abolitionniste. Le décret est signé le 27 avril 1848, qui signe l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Néanmoins, on pourrait nuancer cette abolition. Il est vrai que l'abolition immédiate a des aspects positifs, dans le sens où elle est directement effective, mais elle a aussi des aspects négatifs, dans le sens où les esclaves sont un peu laissés et il n'y a pas vraiment d'après. La plupart des esclaves voulaient obtenir une parcelle de terre, par exemple, et ce qui entraîne en Martinique une sorte de jacquerie. De plus, l'abolition de l'esclavage donne lieu à une sorte de liberté forcée. La plupart des anciens esclaves ne souhaitent plus travailler, ce qui entraîne alors un déficit de main-d'œuvre. Et pour pallier à ce problème, on met en place des travailleurs engagés. Et finalement, l'engagisme succède alors à l'esclavage. Par exemple, le premier bateau d'engagés arrive en Martinique en 1853, et Napoléon III demande 20 000 engagés africains pour les Antilles. Et cette pratique s'arrête seulement en 1892. Cependant, la traite reste active dans certains pays malgré la progression internationale. Aux États-Unis, elle est abolie en 1865 avec l'élection de Lincoln. Et nous l'avons brièvement évoqué, mais la colonie de plantation espagnole Cuba est l'un des espaces où la traite subsiste durant longtemps, car une demande de main-d'œuvre est encore nécessaire face à une puissance qui n'est pas encore rentrée dans sa révolution industrielle. Et ce retard, il entraîne une demande encore importante de captifs. Donc on voit que Cuba, malgré le pacte anglo-espagnol de 1817, qui abolit officiellement la traite, est en fait un échec. L'Espagne n'applique pas cette mesure et continue la traite illégale jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est seulement en 1886 que l'esclavage est aboli par un décret royal qui met à Cuba un terme à la traite. Néanmoins, si Cuba est tardive à se défaire de la traite, il en est de même pour le Brésil. Ce pays n'accepte en fait que tardivement la fin de la traite. En 1831, il y a une première décision prise pour l'interdiction d'introduction de nouveaux esclaves, mais aucune application de cette loi n'est faite par le Brésil. Et donc l'Angleterre surveille avec attention les navires brésiliens. C'est finalement en 1850 que le Brésil vote une loi interdisant la traite. Mais cette loi est encore une fois symbolique et la traite ne s'arrête pas vraiment. Néanmoins, en 1854, une loi prévoit de lourdes sanctions à tous ceux qui sont impliqués dans le trafic d'esclaves. Et c'est cette loi qui va faire paix jusqu'en 1856. Cependant, entre-temps, il y a quand même 55 000 esclaves qui sont tout de même importés. Ainsi, le XIXe siècle est un long siècle d'interdiction progressive de la traite atlantique, du trafic d'êtres humains et d'abolition de la servitude. Les Africains dans ce siècle de promulgation de lois ne sont que rarement mentionnés et semblent inexistants d'un débat qui pourtant les concerne. Ils ne semblent pas avoir leur mot à dire dans une affaire occidentale, pourtant nous le voyons bien, ils ne sont pas passifs dans le processus de révolte face à la traite et sont aussi à l'origine de son abolition. Ce processus d'abolition de traite atlantique est en effet enclenché à travers les résistances des esclaves. Il y a alors une première phase d'abolition qui se dégage de la traite avec le Congrès de Vienne en 1815 porté par l'Angleterre. Cet accord reste néanmoins symbolique et laisse place à la traite illégale qui se révèle être encore plus intensive que la traite légale. L'Angleterre, qui se place dans ce contexte en défenseur de cette abolition, met en place des marines pour lutter contre cette traite, mais les résultats ne sont que mitigés. Nous observons alors une deuxième phase, celle de l'abolition de l'esclavage qui met véritablement un coup de frein à la traite illégale et à la traite atlantique. Si le discours était inversé avant les années 1830, on prend vite conscience de la nécessité d'abolir l'esclavage pour mettre fin à la traite atlantique. Nous avons alors l'Angleterre qui abolit l'esclavage en 1833, la France en 1848, les États-Unis en 1865, etc. Cependant, l'Espagne reste longtemps dans la traite illégale et la traite atlantique et n'y met fin qu'en 1886, et pareil pour le Brésil en 1888. Nous pouvons également nuancer cette abolition de la traite atlantique qui instaure une autre sorte de servitude via les engagés. Ainsi, l'abolition de la traite atlantique ne sert en définitive que les intérêts des puissances occidentales. Sur le continent africain, l'esclavage n'est pas aboli et une traite interne s'organise qui sert de justification aux puissances européennes pour coloniser les États africains.
L'abolition de la traite atlantique laisse alors la place à la colonisation et à l'occupation des puissances occidentales sur le sol africain.